Le 24 juillet 1966, pour la journée, le Doudart de Lagrée est devant Clipperton. Après 2 jours de navigation sur un océan qui ne trahit pas son nom de Pacifique, nous atterrissons d'abord au radar puis en visuel sur le rocher de cet atoll presque circulaire de 14 km de circonférence. Nous apportons un peu de confort alimentaire aux quelques légionnaires, marins, météorologistes et autres Français en mission de 3 mois sur ce coin de France, loin de tout. En contrepartie, ces derniers nous ont capturé une bonne quantité de langoustes fraîchement extraites du platier où elles prolifèrent. L'île ne présente aucun mouillage sûr, aussi nous restons en navigation, zigzagant près de la côte, non loin de la seule plage où il est possible de débarquer. Les lignes ont fait leur apparition sur la plage arrière car notre faible vitesse est idéale pour une pêche à la traîne. Sans difficulté, nous sortons des thons et quelques barracudas avec comme appât de simples morceaux de tissu de l'étamine de couleur jaune ou rouge. La plage à partir de laquelle les liaisons avec le Doudart doivent s'effectuer est balayée par des rouleaux formés par la forte houle du large. Sur la droite, quelques cocotiers sont visibles, ainsi qu'une carcasse métallique qui semble être une étrave de bateau. Aux jumelles, on distingue également divers objets découpés par la rouille, sans doute les restes de l'occupation de l'île par les Américains lors de la guerre du Pacifique. Le rocher est visible sur notre gauche et la zone d'habitation à droite ne laisse voir que son gros bouquet de cocotiers à l'autre bout du lagon. Les embarcations pneumatiques des Robinson des mers du Sud attendent échouer sur la plage le feu vert pour entreprendre leur rotation. Peu d'entre nous iront à terre, compte tenu des difficultés de débarquement et de la faible capacité d'emport des barcasses. J'en fais partie et j'ai conscience de vivre quelque chose d'exceptionnel. Autorisation donnée, les espadons, c'est le nom des embarcations, donc les espadons franchissent la barre et font route vers nous. Ils repartent chargés de fruits, de légumes frais, de quelques boîtes de conserve et embarquent aussi les permissionnaires à destination de la zone vie. À l'arrivée sur la plage, nous échouons sans douceur sur le corail, au milieu de l'écume du rouleau qui nous a portés. Immédiatement, nous tirons plus loin l'embarcation pour la soustraire à la vague suivante. L'ensemble est ensuite remis en eau, cette fois dans le lagon, pour rejoindre la station météo. Débute alors un long voyage au milieu des algues vertes qui affleurent la surface de ce lac d'eau saumâtre sans communication avec le large. Nous devons à plusieurs reprises stopper le moteur afin de dégager l'hélice, empêtrée dans cette végétation aquatique qui parfois dégage une odeur bizarre. Enfin, nous arrivons à la base, constituée de bâtis métalliques semblables à des abris de chantier. L'ensemble est blotti au milieu d'un bois de cocotiers. Des allées bien entretenues ont été matérialisées entre les diverses installations et nous marchons vers l'une d'entre elles, découvrant ce qui doit être ici un véritable fléau, les crabes. Il y en a partout. C'est invraisemblable, c'est incroyable. Nous passons quelques heures à visiter ce petit morceau de France sans avoir le temps de pousser jusqu'au rocher. De nombreux oiseaux marins nichent sur cette terre perdue, nous pouvons les approcher et presque les toucher. Nous nous baignons aussi côté océan, en suivant les recommandations des résidents qui nous signalent la présence de murènes sur le platier et de requins au-delà. Le retour vers le bateau est ponctué d'autres arrêts pour cause d'hélice engagée, et le franchissement de la barre, cette fois, contre la houle, se révèle sportif. Nous regagnons le bord, trempés jusqu'aux os. En soirée, nous faisons route vers la zone tant redoutée de la ligne, à destination d'une nouvelle escale aux îles Marquises.